En plénière. Donc, on va avoir l'occasion maintenant, enfin, d'écouter nos intervenants. D'un point de vue organisationnel, donc voilà, c'est 1 heure et demie de webinaire, donc il faut quand même limiter un petit peu. Donc, au niveau des questions, donc il y aura une mini-séance questions-réponses après chaque présentation. Pour la bonne gestion, comme on est quand même une trentaine, ce que je vous propose, c'est quand vous avez une question, vous la mettez dans la partie chat discussion et puis j'en prendrai une ou deux. Et le cas échéant, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre maintenant ou en toute fin de séance, de toute façon, il y aura un compte rendu en fait de cette rencontre et alors on essaiera du coup d'y répondre au travers du compte rendu. Alors, je vais maintenant passer la parole à Marie-Pascale Paumet et Marcel Labelle. Pour les introduire un petit peu, parce qu'on a la chance de les avoir en direct de Montréal. Donc, Marie-Pascale est médecin de santé publique, professeure titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et elle est également chercheuse régulière au centre de recherche du CHU de Montréal, donc le CHUM. Elle est titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe au CHUM qui porte sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Et elle co-dirige le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, donc le CEPPP. Et alors Marcel, lui a travaillé 40 ans en éducation comme enseignant, conseiller, didacticien et administrateur. Il a une formation en mathématiques et en informatique. Il est retraité depuis 26 ans et il continue à œuvrer dans plusieurs domaines à titre de consultant avant de devenir patient partenaire au CHUM. Il s'intéresse aux objets connectés en santé depuis près de 15 ans, notamment aux pompes à insuline, car il est diabétique de type 1 depuis 43 ans. Et il collabore avec Marie-Pascale à une communauté d'innovation sur les objets connectés au CHUM depuis 3 ans. Voilà, tout un programme. Alors Marie-Pascale, je te propose du coup de partager ton écran. Et alors, vous pouvez démarrer. Super. Un grand merci pour cette très belle introduction et surtout cette... oups, là, j'avais un peu vite, là, je ne sais pas pourquoi, pardon. Alors j'ai un petit souci avec ma première diapositive, je ne sais pas pourquoi. Merci pour l'invitation. On est vraiment ravis, Marcel et moi, d'être avec vous ce matin. Ce dont nous allons vous parler dans le cadre donc, de Techno 2030 en action porte sur le premier principe, donc c'est-à-dire l'engagement du patient citoyen, plus particulièrement au Québec, à l'égard de la santé numérique, comprenant, comme tu l'as mentionné, beaucoup les objets connectés. Nous allons aborder donc les attentes, les défis et de possibles solutions pour engager les principaux intéressés. Et nous pensons que l'ensemble des connaissances liées au domaine de la santé peut être mis à la portée des patients afin qu'ils s'impliquent dans la gestion de leur propre santé. Donc, on pense aussi que l'horizon 2030 suscite beaucoup d'espoir et de défis et que, bien sûr, nous sommes au rendez-vous. Nous commençons évidemment par nos conflits d'intérêts. Nous déclarons ne pas en avoir ni l'un ni l'autre en lien avec des sociétés commerciales qui pourraient être touchées par cette présentation. L'objectif de la présentation, donc, c'est vraiment de revenir sur quelques termes utilisés dans le domaine de la santé connectée ou de la santé numérique, de présenter quelques applications et aussi la perception de la manière dont on pourrait les utiliser. Marcel va illustrer la quantification de soi et l'apport potentiel au niveau individuel et collectif. Et finalement, on reviendra un peu sur les enjeux éthiques et juridiques de cette nouvelle médecine. Nos principes de directeur coup de cœur, bien sûr, c'est celui dont on vous a parlé, la besoin et autonomie des citoyens. On pense que c'est un principe important car il a pour finalité l'introduction de ces technologies en soutien à la gestion autonome de la personne qui a un problème de santé ou qui souhaite rester en santé. Je pense que c'est très important aussi de dire qu'il y a beaucoup de la promotion de la santé derrière la santé numérique, en s'appuyant donc sur une vision globale des besoins et du bien-être, dans une perspective de prendre ou même reprendre du pouvoir sur son existence. On pense aussi que c'est grâce à des outils appropriés que le patient ou la personne dite connectée pourra s'impliquer dans sa propre santé et devenir encore plus engagé. Et nous pensons aussi qu'un meilleur accès à la connaissance d'un problème de santé ou de comment marche notre santé, comment on peut se maintenir en santé, devient vraiment essentiel pour engager tout le monde vers un univers où on sera évidemment moins sous le poids des maladies chroniques.
J'ai encore un problème pour passer mes diapositives, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je vais revenir rapidement sur quelques définitions. On a plein de termes qui existent simultanément dans le vocabulaire actuel, donc que ce soit santé connectée, santé numérique, e-santé, M-santé, Internet des objets, e-OFT, santé mobile, télésanté, télémédecine. Donc, il y a quand même l'OMS qui a essayé de faire un peu du ménage là-dedans, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut dire que la terminologie n'est pas encore complètement stabilisée et qu'il y a donc vraiment nécessité, en tous les cas, de revenir sur certaines définitions plus particulières. La santé connectée, donc là, je vous donne des exemples, mais c'est évidemment pas du tout exhaustif. Pour l'OMS, ça représente la M-santé pour santé mobile, qui regroupe les pratiques médicales et de santé publique, donc comprendre évidemment promotion de la santé, reposant sur des dispositifs mobiles tels que téléphone portable, système de surveillance des patients, assistance numérique personnelle et autres appareils sans fil. On a aussi la Haute Autorité de Santé en France qui proposait la santé connectée regroupe l'usage d'applications mobiles ou d'objets connectés dans le cadre des pratiques médicales ou de santé publique pour le maintien ou l'amélioration de la santé des individus. Et finalement, Eisenbach, qui est quand même quelqu'un qui a énormément publié dans le domaine depuis plusieurs années, vous voyez qu'il y a quand même ça remonte à 2001, le terme caractérise non seulement un développement technique, mais aussi un état d'esprit, une façon de penser, une attitude et un engagement en faveur d'une réflexion globale et en réseau pour améliorer la qualité des soins de santé à l'échelle locale, régionale et mondiale. Donc, je pense que la réflexion en termes de techno 2030 en action se situe beaucoup dans ce type de définition assez large, où on souhaite quand même changer la culture et voir de quelle manière la technologie peut vraiment être au service d'objectifs plus larges. Bien sûr, nous, on s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle et de voir de quelle manière l'intelligence artificielle peut aussi être au service de la promotion de notre état de santé. C'est sûr que l'intelligence artificielle devient vraiment intéressante lorsque l'on a beaucoup de données et l'utilisation évidemment du numérique permet de pouvoir alimenter des algorithmes qui deviennent de plus en plus performants si évidemment ils sont bien construits au départ et aussi évidemment s'ils sont bien entraînés avec des données de qualité. Donc c'est ça, on est bien conscient en tous les cas que grâce à l'intelligence artificielle aussi, je ne sais absolument pas pourquoi mon système ne me permet pas de pouvoir mettre les titres, je suis désolée. Donc il y a un système chronomètre qui s'est inséré sans que je le sache. Donc ici, c'est vraiment de revenir sur un peu dans la littérature les hypothèses qui sont amenées des raisons pour lesquelles il est intéressant d'utiliser la santé connectée. Donc, c'est un petit résumé de ce que l'on retrouve dans la littérature avec, bien sûr, grâce à des outils qui peuvent être utilisés à la maison, il peut y avoir une autosurveillance et un recueil de données qui est vraiment en milieu réel. Donc, ça, c'est vraiment un peu la grande nouveauté par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, en sachant que c'est quand même pas complètement nouveau parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on est capable de pouvoir faire ce genre de choses, surtout avec les montres qui sont dites intelligentes et les téléphones, d'apporter des informations et de renforcer les connaissances à travers des plateformes d'éducation, des applications, puis on va revenir là-dessus. C'est vraiment intéressant, il y a de plus en plus d'interactivité qui passe évidemment par la santé connectée, de fournir des services de soins et de santé qui répondent mieux aux besoins des patients. Donc, on peut faire quelque chose de beaucoup plus individualisé grâce à la technologie aussi, en fonction vraiment des besoins individuels, de favoriser la connexion et la communication entre les différents systèmes et acteurs impliqués dans le parcours et la trajectoire de soins. Donc souvent, il y a eu comme critique de notre système de santé de voir à quel point il est par silo et que les systèmes ne se parlent pas. En tout cas, au Québec, on ne peut pas dire encore que nos systèmes communiquent vraiment bien, mais bon, on espère qu'un jour, ça pourrait marcher. Et puis, bien sûr, de permettre aux patients d'être encore plus engagés et d'être reconnus comme un membre à part entière de son équipe de soins. Ça nous paraît évidemment aussi une des hypothèses très intéressantes en lien avec l'utilisation des technologies. Donc aussi les impacts potentiels, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, d'améliorer l'efficacité et l'efficience aussi de ces soins, d'améliorer l'état de santé in fine évidemment de la population et finalement aussi d'améliorer les capacités d'autogestion des personnes qui ont une meilleure connaissance finalement de leur état de santé.
Et donc, évidemment, des personnes plus impliquées et engagées devraient permettre de faire en sorte de pouvoir mieux maintenir notre capital santé et aussi de diminuer des problèmes de santé qui seraient présents dans notre vie. Donc les résultats associés à l'engagement du patient aussi, on a fait un peu une étude de la littérature dans le domaine là. L'utilisation de dispositifs de santé connectés nous permet de montrer qu'il y a un meilleur engagement des patients là, par le PAM là, qui est le Patient Activation Measurement, une amélioration des connaissances et des compétences, une amélioration évidemment aussi de potentiel, en tout cas de la communication avec les équipes et aussi une meilleure préparation à ces rendez-vous. Plus grande satisfaction et adhésion au traitement. Donc, ça aussi, Marcel va revenir là-dessus. Pour quelles raisons est-ce qu'on peut vraiment avoir ce type de résultat? Avoir aussi un meilleur contrôle de ces signes biologiques et évidemment aussi une diminution de ces symptômes. D'avoir aussi une autosurveillance, bien sûr, beaucoup plus intégrée dans sa vie de tous les jours, sans que ça devienne non plus trop une obsession. Et une augmentation de la satisfaction aussi en lien avec l'expérience de soins. Par contre, évidemment, il y a pas mal de barrières encore à l'adoption de ces technologies et même si elles sont très prometteuses et que la crise qu'on vient de vivre nous montre que c'est quand même absolument incontournable, on ne peut pas encore dire que tout le monde y a accès. On voulait faire un petit clin d'œil quand même à NICE qui a aussi développé un standard de preuve pour démontrer la valeur ajoutée des technologies numériques en santé. Il y a possibilité de pouvoir les évaluer en termes d'efficacité, en termes d'impact économique et aussi en termes d'effets secondaires négatifs. Et effectivement, chacune des technologies qui est utilisée dans le domaine de la santé peut être classifiée en fonction d'un niveau de complexité plus ou moins grand, donc d'un niveau 1 qui est relativement assez basique et qui n'a pas d'impact directement sur les personnes, jusqu'à des niveaux 3 ou des niveaux B où là vraiment c'est directement en lien avec une utilisation qui va vraiment entraîner potentiellement des changements de comportement. Je tire juste un petit mot sur la perception de la population sur les objets connectés au Québec. On a eu, même au Canada, il y a eu une étude qui a été menée il y a quelques années sur la perception de l'utilisation de la M-santé. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que ça touchait quand même beaucoup plus des personnes adultes de 18 à 30 ans, des employés, des diplômés universitaires et des revenus familiaux qui étaient quand même relativement assez élevés, en tous les cas supérieurs à la moyenne du pays. Donc, on se rend compte quand même que c'est pas n'importe qui a accès à ce type de technologie. Et ce qui était aussi intéressant, c'était que les technologies étaient surtout utilisées à des fins de promotion de la santé et beaucoup moins pour le suivi de problèmes de santé. C'est ce qu'on voit vraiment comme changement au cours de ces 5 dernières années, c'est vraiment que ça ne soit pas uniquement fait pour les petites montres fitness qui nous permettent de savoir si on a suffisamment couru dans la journée. Donc, il y a eu aussi une étude qui a été faite chez les 65 ans et plus, et puis un peu comme nous disait Marc en sous-groupe, c'est vrai qu'il y a nécessité d'aller former cette population, mais c'est une population qui est quand même très réceptive à la santé connectée, en tout cas au Québec, c'est vraiment ressorti, puis aussi une bonne conscience aussi de tout l'apport que ça peut avoir dans sa vie. Et en tout cas, nous, on travaille avec pas mal de personnes de plus de 65 ans qui sont vraiment très, très ouvertes à la technologie. Et actuellement, en tout cas, on a 22% qui l'utilisent de façon vraiment régulière. Il y en a 35% qui se sentent à l'aise à passer des appels vidéo, mais ça, c'était avant la Covid-19. Donc, on peut imaginer là que ça a vraiment beaucoup augmenté. Et 55% sont intéressés à considérer donc au moins un outil numérique pour rester autonome. Donc, ça aussi, c'est quand même très encourageant. Et par contre, là encore, on a vraiment des revenus familiaux qui sont relativement assez élevés. Donc, on a toujours quand même un souci de faire en sorte qu'il y ait un accès à tous. Et les premières études qu'on a faites, en tous les cas, montrent que c'est quand même une population assez privilégiée qui s'y intéresse.
faut quand même aussi mettre en évidence que les limites des études sont quand même assez importantes là dans ce que l'on trouve, mais il y a une explosion vraiment complète de ces études depuis quelques mois. Mais il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les dimensions qui sont étudiées et les méthodologies aussi qui sont utilisées. L'engagement du patient est relativement assez rare dans les études qui sont publiées aussi. Il y a une dimension comportementale et cognitive qui est souvent évaluée, mais qui ne permet pas toujours une compréhension globale et holistique de l'expérience vraiment globale de soins sur son parcours de soins. Il n'y a pas beaucoup de mesures autres que le Patient Activation Measurement, donc là, il y a vraiment du travail aussi à faire. Et donc, il y a aussi du travail plus spécifique sur des technologies, mais ça a vraiment aussi beaucoup changé avec la COVID-19, où on voit vraiment des choses qui changent au cours de ces derniers mois. Alors concrètement, la quantification de soi, il y a vraiment plusieurs types d'objets connectés, hein, les objets que l'on porte sur soi, les objets utilisés ponctuellement et puis les applications mobiles. Je vous donne quelques exemples un peu en rafale, hein, mais on a au Québec développé Exoskin, qui est un t-shirt connecté qui permet entre autres de faire de l'observation de traitement en réadaptation cardiaque. Donc grâce à des capteurs qui permettent de pouvoir aller chercher à la fois bien sûr la pulsation cardiaque, l'activité aussi, et puis finalement toute l'activité respiratoire. On est capable de pouvoir voir de quelle manière les patients suivent effectivement tout leur programme de réadaptation. Et ça permet aussi évidemment d'être en lien direct avec les patients, de leur pouvoir leur fournir un certain nombre de questionnaires et aussi d'avoir des cahiers de bord pour qu'ils voient un peu comment s'améliore leur propre santé. On a aussi donc la capacité de faire en sorte qu'il y ait une interface entre les patients et les professionnels en lien avec ce type d'utilisation de technologie. On a aussi développé, par exemple, des matelas connectés hein, qui se permettent de pouvoir suivre aussi le balistocardiogramme, qui permet aussi de pouvoir éventuellement détecter donc des problèmes de contractibilité du muscle cardiaque et donc de pouvoir signifier s'il y a des troubles du rythme et si on devrait intervenir rapidement. Donc, c'est vraiment, et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que je parlais évidemment de la santé connectée à domicile, mais même la santé connectée, évidemment, sur les lieux de soins est excessivement intéressante. Donc là, il y a plein d'objets connectés. On va pas faire toute la panacée de tout ça, mais là, j'ai proposé 3 objets connectés pour le mettre un peu en contexte. Là, donc le pèse-personne, le tensiomètre, la montre connectée et puis le glucomètre potentiellement. On travaille donc avec des populations de patients greffés et actuellement, c'est des patients qui n'ont pas beaucoup de suivi à domicile, alors que c'est des patients qui sont souvent assez déconditionnés et qui ont des risques quand même assez importants au niveau cardiologique. Ils ne meurent pas de leur greffe, ils meurent de leurs problèmes cardiaques. Et donc, il n'y a absolument rien qui est fait pour promouvoir leur santé cardiaque. Donc, on a introduit des objets connectés sur le parcours de soins. Donc là, c'est en post-greffe, mais on est aussi en train de le faire en pré-greffe. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'ils sont vraiment encadrés par des patients eux-mêmes, des patients qui ont déjà vécu une greffe et qui utilisent des objets connectés et qui ont mis en place à la fois un régime spécifique et une activité physique et qui vont les aider donc à mettre en place à la fois un régime spécifique et de l'activité physique qui a été proposé par un kinésiologue. Donc, on est en train de travailler là-dessus, puis les premiers résultats sont excessivement encourageants. Donc, Marcel, je vais te laisser la parole. Merci Marie-Pascale. Alors, comme vous pouvez constater, on a une quantité incroyable d'objets connectés qu'on peut mettre un peu partout sur le corps pour mesurer toutes sortes de choses. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté du patient qui apprend à utiliser ces choses-là. Alors, comme c'est extrêmement complexe et comme il y a plusieurs possibilités, il faut absolument amener le patient à comprendre un peu mieux les objets qu'il utilise. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de définir ce qu'on appelle une littératie des objets connectés qui comprend plusieurs domaines. Je pense au domaine comportemental, c'est-à-dire être capable d'utiliser correctement, apprendre à utiliser les objets connectés, développer des habiletés, savoir-faire, comment se dépanner avec les logiciels qui les accompagnent. Alors ça, c'est intéressant, c'est important à connaître, mais il y a aussi tout le côté cognitif, c'est-à-dire tout ce qui a en lien avec
chacun des appareils, comprendre la technologie qui est derrière ça. Alors, on a hérité un peu de la programmation orientée objet des années 70, c'est-à-dire que on simplifie. Ce qu'on a hérité, c'est une interface conviviale beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre. Et on n'a qu'à imaginer, à considérer par exemple un téléphone ou une tablette, on voit les objets, on clique sur l'objet, puis il y a une programmation qui se déroule derrière ça. Alors, avec les objets connectés, il faut que ce soit aussi simple que ça si on veut que les gens apprennent. Alors, pour revenir à la littératie des objets connectés, il y a aussi tout l'aspect socio-affectif qui est extrêmement important pour le patient parce que c'est souvent l'élément déclencheur qui permet de décider s'il doit utiliser ces objets-là ou pas. Il y a aussi un côté métacognitif, c'est-à-dire qu'on doit être capable de réfléchir sur ces objets-là. Les défis, les pistes de solutions qui nous arrivent, nous, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir des conseils et des recommandations sur les objets connectés, sur les applications mobiles de la part des professionnels de la santé. Je pense que c'est un défi énorme qui est à relever parce qu'il n'y a pas d'endroit où on indique une régulation de ces appareils et de ces applications. Il faut donc penser à l'éducation des patients, l'enseignement et l'apprentissage, ça, il faut y réfléchir. Il faut savoir comment les patients peuvent réussir à comprendre, quel que soit leur niveau d'éducation. On a différents lieux pour le faire. On a la télémédecine à domicile. On a des suivis ambulatoires qui peuvent être organisés pour permettre aux patients d'avoir un contrôle ou un support ou un soutien de la part des professionnels de la santé. Il y a un enjeu majeur qui va se dessiner au cours des prochaines années, c'est la gestion des données. Actuellement, vous, en Belgique, c'est chaque patient qui est propriétaire de ces données. Ici, au Québec, c'est plutôt l'État qui est propriétaire de données. Alors, ça cause des problèmes énormes et si on continue comme ça, nous allons nous perdre, nous allons nous noyer dans des océans, des mers de données, tellement il y a de données accumulées dans les serveurs. Il y aura au cours des prochaines années une explosion incroyable d'objets connectés. Certains prédisent qu'il y aura entre 50 et 60 capteurs par personne. C'est énorme, ça. Il faut dire que ça dépend comment on les calcule. J'en ai deux ici. Il y en a un qui en possède 11 connecteurs, l'autre en possède 7. Alors, ça fait 18 connecteurs pour 2 objets connectés. Alors, imaginez ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, ça, c'est le défi qu'on aura à relever au cours des prochaines années. Plus il y aura de connecteurs, plus on aura besoin d'éducation. Alors, si on veut arriver à une gestion autonome de la part des personnes, il faudra les former, les informer, les former, les accompagner même, parce que certains ont plus de difficultés que d'autres. Il faudra trouver des formules pour réaliser ça. Il y a un modèle américain qui existe où l'accompagnement se fait notamment par les pharmacies, ou dans les pharmacies, il y a une sorte de comptoir qui répond aux besoins, aux premiers besoins des patients qui n'ont pas de soutien immédiat de leurs professionnels de la santé. Il faudra aussi penser à une approche pédagogique à la fois techno et psychopédagogique de ces appareils-là. Ça, il faudra concilier ça parce que les patients ne sont pas tous des gens qui sont bien scolarisés, ils ne sont pas en mesure de bien comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces appareils et comment ils peuvent exploiter ces outils-là. L'approche pédagogique, cette approche de favoriser le développement simultané ou concomitant de plusieurs apprentissages selon la formation des personnes. Grâce à ces outils connectés, il y en a plusieurs qui s'impliquent de leurs soins et deviennent plus responsables. Alors, je crois qu'avec un meilleur accès à la connaissance de leur pathologie, ils sont des observants de leur traitement beaucoup plus efficaces qu'ils pouvaient le faire autrefois. Pour revenir à l'approche pédagogique, j'essaie de définir pour moi là, ce que j'appelle la littératie ou l'ensemble des connaissances des objets connectés en santé. Là. Il y a un apprentissage comportemental, cognitif, affectif et métacognitif, c'est ce que j'avais dit tantôt. Alors, les objets connectés demandent une expertise et un développement
de compétences précises par les producteurs d'objets connectés, les professionnels de la santé, les patients, bien sûr, qui auront développé un certain nombre de connaissances. On a aussi de plus en plus des sites web spécialisés, je pense à Type 1 Better, qui s'intéressent aux diabétiques de type 1 au Québec. Je pense qu'ils ont trouvé un moyen de découvrir ce que les patients apprenaient et comment on pouvait définir à partir de des profils des diabétiques, comment on pouvait définir un soutien auprès des patients. On a aussi ce qu'on appelle des réseaux d'entraide et de communautés de pratique. Ça concerne surtout les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent s'entraider entre eux. Je crois que c'est de plus en plus une chose qui va être nécessaire parce que on n'aura pas la possibilité d'obtenir facilement un soutien des professionnels de la santé. Ils n'ont pas le temps de le faire. Et comme on voit nos médecins quelques heures par année et qu'on doit se débrouiller le reste du temps avec nos appareils, il faut apprendre à s'aider et à s'entraider avec d'autres utilisateurs. Alors, ici, c'est juste un exemple ou des exemples d'appareils connectés qui sont plus ou moins complexes, qui sont de plus en plus fréquents. On retrouve, ça peut vous donner une idée de la complexité de ce qu'on peut retrouver comme outil qui va nous aider à gérer notre santé. Alors, ça, ce sont des exemples. Il faudra développer des habilités, des compétences à utiliser tous ces appareils-là. Et je dois dire que ce n'est pas toujours très, très simple. Si je me base sur l'environnement pour un diabétique qui doit utiliser une pompe à insuline, un capteur de glycémie, apprendre à utiliser tout ça, ce n'est pas facile. Et en plus, il faut être capable de capter ces données, de les envoyer à son médecin, de les utiliser pour rétroagir, pour comprendre exactement ce qui se passe chez lui et être capable aussi d'avoir des actions immédiates. Il ne faut pas oublier qu'un objet connecté comme une pompe à insuline prend des lectures à toutes les 5 minutes et est capable de prédire dans un temps relativement court ce qu'on fera comme glycémie, disons dans une demi-heure ou une heure. Et la pompe est capable d'administrer en fonction de ça une quantité d'insuline à toutes les 5 minutes pour réguler la glycémie chez le patient. Alors, il faut comprendre les résultats qu'on obtient. C'est peut-être un peu technique, mais d'un seul coup d'œil, le médecin peut lire le rapport des données et en quelques secondes, capable de dire si le traitement convient ou pas, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des réglages à modifier, parce que ça, c'est important de le faire. Alors, c'est pour ça que si on fait un survol du mode d'emploi de l'insuline avec tout ce qu'il y a, ça prend des connaissances beaucoup plus que l'on croit. Il faut peut-être avoir une certaine formation un peu plus poussée en mathématiques ou autre, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne. Mais on peut comprendre le principe sans aller dans tous ces détails. Alors ici, ça vous donne une idée du rapport technique qu'on obtient. Ça semble compliqué, mais le médecin ou le patient peut facilement repérer les cibles là-dedans, quelques données, et c'est suffisant pour comprendre que son diabète, il est bien contrôlé ou pas. Alors, on a le pourcentage de glycémie dans un mois. On peut regarder un indice qui ressemble à l'hémoglobine glyquée, qui est autour de 6,4 dans le rapport ici, mais il faut que ce soit inférieur à 7, possiblement. Il faut regarder aussi son coefficient de variation, coefficient qui indique si le diabétique, si la glycémie joue un peu du yo-yo, se promène de haut en bas, si c'est trop fréquent, si c'est trop élevé, alors il y a un mauvais contrôle. Le reste, ce sont des petits détails qui peuvent être expliqués par le médecin sur le contrôle de son alimentation, de sa glycémie. Alors, on peut passer maintenant à autre chose. Alors, l'approche psychopédagogique, il faut savoir ce que les apprenants devraient savoir lorsqu'ils ont terminé leurs activités d'apprentissage.
la compréhension du mécanisme de l'objet connecté, l'organisation, les modalités d'utilisation, l'application en fonction de la situation, savoir quelles thérapeutiques prescrites sont à prendre, l'évaluation, savoir analyser et interpréter les statistiques et les graphiques dans les rapports produits dans les objets connectés. C'est ce qu'on a vu à la page précédente. L'approche psychopédagogique, le côté affectif, ça c'est important. Le diabétique, on a souvent l'impression d'être jugé coupable parce qu'on joue un peu avec nos glucides. Si on est à 3,2 puis qu'on prend un jus d'orange, on est souvent accusé de tricher notre diète, mais c'est juste parce qu'on est en train de sauver sa peau pour monter sa glycémie. Alors, c'est important de savoir comment réagir, comment les diabétiques doivent réagir lorsqu'ils sont atteints de cette maladie. Ça les touche beaucoup. Alors ici, j'avais des illustrations de points que l'on doit considérer chez le diabétique de type 1 avec une pompe insuline. En sachant que ça s'applique aussi quand même plus largement pour les patients avec des maladies chroniques qui doivent quand même pas mal suivre un certain nombre de constantes. Là. Puis j'aimais bien ce que tu avais mis aussi sur encourager la motivation, changer des comportements en valorisant vraiment les résultats positifs. Ça, c'est tout le renforcement positif au niveau affectif qu'il faut vraiment aller chercher. Là. Oui. L'approche métacognitive, c'est le développement des capacités autoréflexives de la personne grâce à la prise de conscience par le prenant des propriétés et de ses propres pensées et jugements. C'est-à-dire que il faut être capable de comprendre, même de faire des analogies pour expliquer ce qui se passe dans sa vie. Souvent, par exemple, on va expliquer à un enfant que être un diabétique, c'est un peu comme rouler la bicyclette. On peut facilement perdre l'équilibre d'un côté ou de l'autre. Si on va trop vite, il faut apprendre à freiner. Alors, il faut apprendre aussi les reconnaissances des modalités d'apprentissage, de ces connaissances et de ces non-connaissances. Qu'est-ce qu'on est capable d'apprendre? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre étant donné notre formation? Si on a une formation en mathématiques et en informatique, on peut comprendre plus facilement les algorithmes qui sont utilisés dans une pompe. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît pas beaucoup de choses là-dedans, il faut qu'il comprenne qu'on peut prédire la glycémie et on peut administrer la quantité d'insuline en fonction de ses nouveaux besoins. Alors... je pense qu'on n'a plus que 2 minutes, je pense. Les objets connectés, ça, je pense que les startups ou les compagnies s'intéressent beaucoup à cette question. Il faut que les capteurs soient plus précis, il faut que les logiciels soient développés en fonction de ça pour aider les patients. Il faut que l'intelligence artificielle apporte des solutions. Ça, je pense qu'on est en voie de solution. D'après ce que je vois depuis les 4 dernières années, c'est extraordinaire le développement qui se fait de ce côté-là. Il faut aussi des indications, les prescriptions médicales sont nécessaires en fonction des données probantes. Alors, les médecins, quand ils proposent un outil ou un objet connecté, il faut s'assurer que c'est suffisamment fiable. Il faut que ce soit bien intégré au parcours de soins du patient. Je pense que les soins à domicile pour le dépistage, le diagnostic et le suivi des situations de santé. Il faudra aussi que ces données-là puissent apparaître dans les dossiers médicaux électroniques, surtout pour le dossier de santé québécois. Le soutien technique est nécessaire de la part des entreprises et autres spécialistes. Je pense notamment aux pharmacies qui pourraient s'intéresser à ces questions, mais il y a d'autres personnes qui pourraient le faire aussi. On a aussi un développement à faire de nouvelles relations avec les professionnels de la santé. Dans mon cas, ça va assez bien, même si je la rencontre 2 fois par année, je lui communique à tous les mois mes résultats de glycémie, puis elle peut réagir, elle peut me demander de modifier certains réglages au besoin. Il faut aussi avoir une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle quand c'est approprié. Dans une pompe à insuline, il y en a. Il faut être capable de le reconnaître et voir les bienfaits de cette IA dans les appareils et qu'est-ce que ça peut nous donner comme meilleur résultat.
Là, on va finir parce que ça passe vite, là, le temps, là. Oui. Mais c'est sûr que les enjeux des objets connectés, ça a été vraiment souligné à maintes reprises, là. Puis récemment, on a eu une déclaration de Montréal sur justement l'intelligence artificielle responsable. Il y a des systèmes de contrôle aussi qui se sont développés avec des labels. Il y a aussi des mouvements en lien avec la protection des données personnelles et aussi sur où sont stockées nos données. Donc, c'est vraiment intéressant, en tous les cas, d'avoir une vigie à ce sujet. Puis, on voit déjà des différences, par exemple, entre le Québec et puis la Belgique sur la manière, justement, de gérer ce type d'enjeux. On voulait revenir un peu sur les prises en compte des différentes dimensions à considérer. C'était intéressant de voir comment le Techno 2030 proposait donc ces 8 principes. Et puis, il y a eu d'autres au niveau européen là, qui ont proposé aussi de revoir ça au niveau de la valeur médicale, au niveau des enjeux éthiques, au niveau de la protection de la vie privée, au niveau de la conformité juridique et réglementaire, au niveau de la sécurité et des valeurs d'usage. Donc, on voit vraiment des regroupements aussi avec les travaux qui sont faits donc en Belgique. Et puis, on va finir là-dessus. Là. Est-ce que l'expérience de la médecine sera bouleversée par la santé connectée et l'IA? Donc, ça, c'est Nicolas Ayache, qui est donc directeur de recherche à l'INRIA, qui disait oui et non. La médecine numérique répond à la règle des 4P, donc précise, préventive, prédictive et personnalisée, mais elle ne remplacera pas pour autant les 5C propres à l'humain, donc la compassion, la compréhension profonde, l'esprit critique et la conscience professionnelle. Puis nous, on a rajouté aussi la confiance, la complicité et le courage. Bref, ce qu'on veut faire passer comme message vraiment auprès de vous, c'est que la technologie, c'est bien, mais qu'il ne faut surtout pas retirer l'humain et penser que la technologie va régler tout si on ne fait pas un accompagnement vraiment très serré des personnes qui vont les utiliser. Et ça demande évidemment beaucoup d'investissement pour nos systèmes de santé de faire cette transition. Voilà, donc on va s'arrêter là. On avait quelques petits coups de cœur sur des revues ou des livres à regarder. Puis évidemment, on aime beaucoup Éric Topol, qui fait vraiment toujours des livres de très, très haute qualité. Donc, encore merci pour votre attention. Puis on va prendre quelques questions.